Ja, meine Damen und Herren, die letzten Male haben Sie den französischen Präsidenten hier auf dem Bildschirm gesehen und wir haben eine neue Form der Pressekonferenz gestaltet. Aber ich freue mich natürlich, dass er heute hier wieder da ist. Emmanuel Macron ist der erste auswärtige Gast, den ich hier im Bundeskanzleramt in diesem Jahr empfange. Und ich würde sagen, empfangen kann. Das ist ein gutes Zeichen, weil wir erkennbar Fortschritte bei der Bekämpfung der Pandemie gemacht haben, sowohl in Frankreich als auch in Deutschland. Die Inzidenzzahlen sinken und wir haben große Fortschritte bei den Impfungen gemacht. Heute haben wir bei den Erstimpfungen ja die 50%-Marke erreicht. Fast auf den Tag genau vor 3 Jahren, am 19. Juni 2018, haben Emmanuel Macron und ich uns auf Schloss Meseberg getroffen und in der Erklärung von Meseberg das Versprechen Europas für Sicherheit und Wohlstand erneuert. Und vieles, was wir damals verabredet hatten, ist inzwischen umgesetzt oder auf gutem Weg. Wir haben die Eurozone widerstandsfähiger gemacht. Wir sind bei Migrationsfragen, wenn auch nicht am Ziel dessen, was wir erreichen müssen für Europa, so doch vorangekommen, Initiativen gestartet, die die Europäische Union auch außen- und sicherheitspolitisch handlungsfähiger machen. Und heute wollten wir uns wieder abstimmen vor dem Rat am 24. und 25. Juni, bei dem es in ganz besonderer Weise auch um Fragen der Außenpolitik geht, der außenpolitischen Souveränität, einmal im Umgang mit Russland und zum anderen auch mit der Türkei. Aber es geht natürlich auch darum, dass wir Erfahrungen aus der Pandemie ziehen, die uns gelehrt haben, dass wir europäisch möglichst einheitlich handeln müssen. Und dazu gehört auch, dass wir unsere öffentlichen Verwaltungen schneller handlungsfähig machen müssen, zumindest für Deutschland gilt das, und die private Wirtschaft resilienter machen müssen. Wir müssen natürlich weiter wachsam sein, was die Ausbreitung von Varianten oder Mutanten anbelangt. Wir sehen das an Großbritannien, aber ich glaube, dass wir hier auch uns gemeinsam abstimmen werden. Wie ich schon sagte, wird also nächsten Donnerstag und Freitag vor allen Dingen das Thema Beziehung zu Russland und das Thema Beziehung zur Türkei auf der Tagesordnung stehen. Wir haben beide den türkischen Präsidenten Erdogan im Rahmen des NATO-Treffens auch gesprochen und wir wissen, dass wir vor großen Herausforderungen stehen. Einerseits gibt es Meinungsverschiedenheiten, andererseits sind wir aufeinander angewiesen, wenn wir bestimmte Fragen gemeinsam gestalten wollen. Das ist die Migrationsfrage, das ist die Frage der Zukunft Libyens, das ist die Frage der Zukunft Syriens. Und gerade beim G7-Gipfel war auch das Thema des Verhältnisses zu Russland eine große Frage. Russland ist eine große Herausforderung für uns. Russland ist aber auch der große kontinentale Nachbar der Europäischen Union. Wir müssen feststellen, dass wir alle hybriden Angriffen ausgesetzt sind. Aber wir haben auf der anderen Seite ein großes Interesse, wenn wir Sicherheit und Stabilität in der Europäischen Union wollen, dass wir auch mit Russland im Gespräch bleiben, so schwer es auch ist. Und ich glaube, wenn der US-Präsident Joe Biden sich mit Wladimir Putin als russischen Präsidenten trifft und man in einem sehr offenen Dialog ist, so ist es allemal gerechtfertigt, dass auch wir von der europäischen Seite dies tun. Denn nur über Gespräche wird man die gegenseitigen Positionen abklopfen können. Und gerade auch im Blick auf die Ukraine wissen wir ja, dass nur Gespräche im Minsker Format überhaupt eine Chance bieten, millimeterweise vielleicht voranzukommen, auch wenn das sehr schwer ist. Es gibt also viel zu besprechen. Ich freue mich auf die Diskussionen und auf den Austausch und heiße dich noch mal ganz herzlich willkommen, lieber Emmanuel. Herr Präsident, Sie haben das Wort. Merci beaucoup, Madame la Chancelière, chère Angela. Mesdames, Messieurs, je me réjouis en effet de revenir en Allemagne près d'un an après ma dernière visite à Meseberg. Nous avons été séparés par la pandémie, mais nos échanges sont restés nourris et réguliers pendant cette année à distance, comme l'a rappelé Madame la Chancelière, avec en particulier un conseil franco-allemand de défense et de sécurité, récemment un conseil des ministres franco-allemands et plusieurs dialogues technologiques que nous avions décidé de lancer ensemble à la fin de l'été dernier en nous retrouvant à Brégançon. D'abord, je veux ici dire qu'en effet, ensemble, nous avons continué de bâtir des résultats.
L'année dernière, à Meseberg, vous venez de le rappeler, nous avions pris des décisions fortes sur le plan de la relance économique et de l'instauration d'un dialogue de prospérité, de protection de l'Europe. S'en sont suivis à la fois un plan de relance européen et une dynamique importante sur le plan d'ailleurs de défense comme de la technologie européenne. Cette coordination franco-allemande, on l'a aussi retrouvée à l'œuvre lors des sommets du G7 et de l'OTAN que nous venons de vivre, où nous avons ensemble pu définir une ligne européenne faite de responsabilité, de cohérence avec les sujets que nous défendons, mais celle qui consiste à défendre nos valeurs, à les inscrire dans la coopération avec nos alliés ou les grandes puissances économiques et démocratiques avec lesquelles nous coopérons, mais aussi avec les préférences européennes qui sont les nôtres. Nous allons en effet, comme Madame la Chancelière vient de le rappeler, ce soir discuter de la préparation du prochain Conseil européen de la semaine prochaine, dont l'ordre du jour sera dense. Je partage tout ce qui a été dit, aussi bien sur la Turquie que la Russie. Nous aurons en effet à revenir sur nos relations avec la Turquie en cohérence avec les conditions que nous avions posées pour rétablir une relation de confiance en mars dernier, en prenant en compte évidemment en premier chef les intérêts d'États membres de l'Union que sont la Grèce et Chypre, et notre position stratégique en Méditerranée orientale, au Proche-Moyen-Orient, en Libye ou dans la région du Caucase. Nous aurons aussi à revenir sur le sujet de la Russie afin de réfléchir à une grammaire commune régissant nos relations avec notre voisin pour réagir de manière solidaire aux provocations, mais surtout dessiner les voies d'une coopération exigeante. Nous sommes confrontés en effet à des provocations régulières, à aussi une nouvelle conflictualité, mais nous sommes, je crois pouvoir le dire, l'un et l'autre conscients de la nécessité de trouver des règles communes de relations avec la Russie. Nous traiterons aussi des relations entre l'Union européenne et les États tiers de la Méditerranée afin de coopérer plus efficacement dans le domaine des migrations, pour éviter d'une part les drames en mer durant l'été, mais pouvoir aussi entamer une approche complète du sujet si important des migrations qui nous a beaucoup occupés ces dernières années et dont nous sommes convaincus qu'il implique une approche d'ensemble pour que les éléments de solidarité et de responsabilité soient pris en compte par tous les États, qu'ils soient États de premier accueil, États de deuxième destination, comme d'ailleurs l'Allemagne et la France le sont fortement, ou États qui doivent montrer une forme de solidarité pour gérer le sujet. Le Conseil nous permettra par ailleurs de faire le point au plan interne sur la réouverture de nos sociétés et de nos économies après la pandémie. Nous partageons à la fois la même vigilance sur la situation actuelle, la même conviction que la réponse se fera dans la durée par plus de coopération entre l'Allemagne et la France et entre Européens, et qu'au fond nous sortons de cette crise avec la conviction qu'il faut plus de réactivité dans l'organisation de la puissance publique et dans la relation avec le secteur privé, et plus de résilience dans nos économies et notre organisation collective. Nous ferons aussi un point sur le plan de relance européen qui se déploie rapidement dans nos pays. Ces derniers jours ont d'ailleurs montré la mise en œuvre concrète de ce que nous avions décidé il y a un an. Enfin, cette séquence de travail permettra aussi d'avancer sur plusieurs sujets bilatéraux. En particulier, nous avons acté en fin d'été dernier une volonté renforcée d'avancer sur plusieurs investissements productifs ensemble. Nous avons engagé un travail stratégique, nouveau, bilatéral, à la fois ensemble avec nos ministres, en associant étroitement la Commission européenne et les industriels des différents secteurs concernés. Mais nous avons décidé de lancer des projets communs en matière de microélectronique, de spatial, de mobilité, d'hydrogène, de santé, de cloud, qui nous ont permis de structurer en particulier des projets de financement commun européen, mais des coopérations fortes sur le plan de la recherche et de la technologie entre nos deux pays. Nous avons aussi réussi à consacrer durant ces dernières semaines des avancées significatives sur les projets lancés ensemble à l'été 2017, tout particulièrement pour le SCAF, et donc l'avion du futur, mais les projets avancent aussi sur notre char de combat commun. C'est donc une session de travail riche qui nous attend, avec aussi cette volonté de continuer à montrer que le couple franco-allemand agit avec
d'une part le respect de tous les partenaires européens, mais la volonté d'améliorer aussi de manière très concrète la vie de nos concitoyens. En tout cas, chère Angela, Madame la Chancelière, merci beaucoup de nous faire l'honneur de cette réouverture des invitations aujourd'hui à Berlin. Bonsoir, Sophie Macris de l'AFP. Monsieur le Président, Madame la Chancelière, une question sur la défense européenne. La France a beaucoup prêché le renforcement de l'autonomie stratégique de l'UE, l'avènement d'une véritable défense européenne. Est-ce qu'avec le retour dans le jeu des États-Unis, la relance de l'OTAN souhaitée par Joe Biden et le renforcement de l'axe Washington-Berlin qui se décide, est-ce que tout ça n'est pas caduc? Est-ce que la France ne se sent pas un petit peu isolée? Et une question sur l'avenir du pacte de stabilité. Il est suspendu jusqu'en 2023. Quid de la suite? La France plaide pour sa réforme. Le parti de la chancelière souhaite qu'il soit réintroduit tel qu'il était jusqu'auparavant. Voilà. Ja, also ich glaube erst einmal, dass wir alle miteinander froh sein können, dass der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wieder ein Klima der Kooperation geschaffen hat, in dem jeder natürlich auch seine Rolle spielen muss. Die Kooperation bedeutet ja nicht, dass wir nicht jeder Verantwortung haben. Ich denke überhaupt nicht daran, dass es jetzt irgendeine Washington-Berlin, eine Washington-Paris-Beziehung gibt, sondern in der NATO gibt es europäische Verbündete. Und wir haben eine bestimmte Aufgabe, die auch identisch ist mit der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die sich aber einfügt in die Strategie der NATO. Es ist aus den Gesprächen von G7 und der NATO vollkommen klar, dass die Vereinigten Staaten von Amerika sich als eine pazifische und eine atlantische Nation begreifen und angesichts der Stärke Chinas natürlich auch gefordert sind, sehr viel stärker im Pazifik, als das vielleicht noch vor 20 Jahren der Fall war. Und das bedeutet für uns Europäer, dass wir auch bestimmte Aufgaben und Verantwortung selber übernehmen müssen und stärker uns einbringen müssen. Deshalb ja auch die Steigerung der Verteidigungsausgaben, die Steigerung der Fähigkeiten. Und ein Projekt, das ja auch das unterstreicht, ist zum Beispiel FCAS oder auch der Panzer der Zukunft. Und insofern sehe ich hier überhaupt keine Gegensätze, aber ich sehe die absolute Notwendigkeit, und das wird auch von den Vereinigten Staaten von Amerika, glaube ich, erwartet, dass wir kohärent handeln, dass wir sagen, welche Aufgabenblöcke wir übernehmen können und welche Beiträge wir leisten können. Und dafür müssen wir uns sicherlich noch besser vorbereiten, als wir das heute sind. Zum Zweiten, zum Stabilitätspakt. Wir sind uns alle einig, dass der zurzeit ausgesetzt ist angesichts der außergewöhnlichen Situation. Und wir sind uns auch einig, dass wir nicht beliebig viele Schulden machen können über die Jahre, sondern dass wir vor allen Dingen Kraft für Investitionen auch brauchen. Und darüber wird man dann über die Rückkehr zum Stabilitätspakt und die Frage, wie darüber diskutiert wird man in den nächsten Jahren sprechen. Jetzt geht es erstmal darum, wieder das Vor-Pandemie-Niveau wirtschaftlich zu erreichen, möglichst schnell. Und der Recovery-Plan, an dessen Entstehung ja Frankreich und Deutschland, das war ja ein zweites Treffen in Meseberg, das auch da eine wichtige Weiche gestellt hat, dieser Plan ermöglicht es uns, in die Zukunft zu investieren. Aber Emmanuel Macron hat eben die ganzen Gebiete aufgezählt: Wasserstoff, Quantencomputing, Cloud Computing, Weltraumforschung, Batteriezellen, Chips. Alles, und wenn man sich mal auch die Summen amerikanischer Investitionen anschaut, alles sind Investitionen, die wir mit Sicherheit nur in Europa zusammen stemmen können. Und das Instrument der IPCEIs, also der Important Projects of Common Interest in Europa, ist das Mittel der Wahl, in dem Frankreich und Deutschland auch sehr viele Vorbereitungsarbeiten getan haben, zum Beispiel bei der Batteriezellproduktion oder jetzt auch im Bereich des Wasserstoffs. Und das werden wir auch weiter so machen. Sur le sujet de la défense européenne et de ce concept d'autonomie stratégique de l'Union européenne, je constate d'abord maintenant qu'il est rentré dans le vocabulaire commun des Européens. Ensuite, je note que le président Biden lui-même, publiquement et lors de notre rencontre, lors du sommet de l'OTAN, a reconnu, et je pense que nous devons nous en réjouir, son respect à l'égard de l'Union européenne sur le plan politique et sa volonté de travailler avec l'Union européenne comme un partenaire. Et donc je pense que nous avons réussi à installer l'idée qu'une défense européenne et une autonomie stratégique de l'Union européenne
n'était pas un projet alternatif à l'organisation transatlantique, mais bien une composante solide de celle-ci, celle par laquelle les Européens reconnaissent qu'ils ont à prendre leur part d'investissement et à assurer leur part de sécurité commune, en particulier pour ce qui est de leur voisinage. Et donc je partage ce que Madame la Chancelière vient d'évoquer, c'est-à-dire que nous devons avant tout nous réjouir de ce réengagement américain, parce qu'il permet de parachever un travail stratégique que nous avions lancé en décembre 2019, celui du nouveau concept de l'OTAN, et d'avoir un partenaire, premièrement, qui est engagé, et deuxièmement, qui croit à la coopération et au multilatéralisme. Et nous avons pu le constater lors du sommet du G7 également. Donc je pense qu'il ne faut pas voir le retour, le réengagement américain dans cette stratégie de coopération comme la fin d'une prise de conscience salutaire des Européens que leur destin dépend aussi d'eux-mêmes. Cet équilibre nous rendra d'ailleurs plus forts. Pour ce qui est du pacte de stabilité, vous avez très bien dit vous-même qu'il est suspendu jusqu'en 2023. Ce qui montre que nous avons d'ailleurs collectivement, l'ensemble des institutions à l'œuvre, pris nos responsabilités et réagi vite compte tenu des situations extraordinaires de la crise. D'abord pour suspendre évidemment des textes budgétaires qui n'étaient plus applicables, ensuite pour prendre les décisions monétaires pour ce qui est de la BCE qui s'imposaient. Je le dis parce que ça n'a pas toujours été le cas lors des crises. La réaction a été adaptée, rapide, et a permis justement à l'ensemble de l'Europe de tenir. Maintenant, la priorité n'est pas un débat sur le pacte budgétaire. La priorité, elle est de mettre en œuvre le plan de relance que nous avons discuté et décidé ensemble il y a un an, de le déployer et de procéder aux bons investissements qui vont nous permettre de construire la croissance future. Et je dirais que pour moi, nous ne devons avoir qu'un objectif, c'est retrouver la trajectoire d'avant-crise. Nous savons désormais que durant les premiers mois de l'année 2022, vraisemblablement, si les chiffres se confirment, nous retrouverons le chiffre de croissance. Mais il nous faut retrouver la trajectoire de croissance d'avant-crise. Ce qui suppose des investissements, ce qui suppose une politique en faveur justement de l'offre et de la création d'emplois. C'est la priorité à date. Ich habe eine Frage sowohl an die Bundeskanzlerin als auch den Präsidenten, und zwar zu dem Thema Corona. Sie haben jetzt, Frau Bundeskanzlerin, auch die Delta-Variante erwähnt. Die breitet sich in Europa aus. In Portugal gibt es bereits wieder Ausgangssperren und man hat den Eindruck, als ob die Fehler, die 2020 in Europa gemacht wurden, sich möglicherweise wiederholen. Es gibt nämlich keine abgestimmte europäische Haltung, wie man zum Beispiel mit Einreisenden aus Großbritannien umgeht. Deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, was Ihre Ziele für den EU-Rat sind. Was genau soll entschieden werden? Können die Europäer gemeinsam handeln? Und eine Frage, die damit verbunden ist, ist es wirklich eine gute Idee, dass das Endspiel der Europameisterschaft in Großbritannien stattfindet? Ja, über das Endspiel kann ich mich angesichts des zweiten Gruppenspiels morgen der deutschen Mannschaft jetzt noch nicht äußern. Aber vielleicht, weil ich die erste Frage begonnen habe zu sprechen, möchtest du beginnen, Emanuel, zu den Aus... Weil Frankreich gewonnen hat, könntest du die Antwort beginnen. D'abord, je veux ici redire notre amitié. Nous avons échangé après le dernier match. Et certes, la France a battu la Mannschaft dans ce premier match de poule, mais c'est une équipe que nous respectons profondément et nous avons suffisamment perdu de matchs pour rester humbles et concentrés en ce début de compétition. Écoutez, je pense que les organisateurs sont très vigilants et nous serons évidemment en lien avec eux pour que les conditions soient les meilleures. Tous nos joueurs et nos équipes sont, comme vous le savez, dans des bulles sanitaires. C'est-à-dire qu'ils ont été isolés, testés bien avant, ainsi que l'ensemble de leur staff. Donc, pour ce qui est de nos équipes, les précautions sont prises. La question qui va se poser d'ici la finale va évidemment être pour les supporters et l'encadrement et les conditions. Nous avons pris, d'ailleurs, l'Allemagne comme la France, des règles relativement strictes, pour ne pas dire strictes, à l'égard de la Grande-Bretagne depuis le retour du variant, enfin depuis, pardon, la montée du variant indien. D'abord, à date, nous surveillons l'un comme l'autre les choses. Je crois que nous sommes à peu près à la même proportion de variants dits Delta. D'ailleurs, il faut plutôt employer ce terme pour n'offenser personne, je pense que c'est plus respectueux. Le variant Delta représente environ 6% des formes
de virus qui sont observés dans nos pays. Donc nous le maîtrisons. Nous sommes évidemment très vigilants à toutes les formes d'importation. Et donc nous continuons d'exiger d'abord des motifs impérieux pour ce qui est de venir en France, ce qui limite beaucoup les venues des ressortissants britanniques vers la France. Aujourd'hui, elles sont extrêmement limitées. Et nous imposons en effet soit la vaccination, soit des tests PCR pour nos ressortissants lorsqu'ils reviennent. Donc il y a beaucoup de contraintes qui sont mises sur les ressortissants britanniques pour rejoindre en tout cas le sol français. Je sais que c'est la même chose pour l'Allemagne. Ce que nous allons discuter au Conseil prochain, et qui est ce que nous plaidons l'un et l'autre, c'est de renforcer la coordination de nos politiques. Et ce qui est vrai, c'est que ces choix sont des choix qui demeurent nationaux, mais nous plaidons pour que la coordination soit plus forte. Et certains États membres ont en effet ouvert plus vite et plus fort que nous certains échanges pour des raisons largement touristiques, et ce qui nous met évidemment dans une situation de grande vigilance. Donc nous allons plaider pour qu'il y ait une homogénéisation des règles sur la base justement de ce que nous proposons. Sinon nous continuerons de toute façon d'être vigilants comme nous l'avons toujours été pour éviter de réimporter des formes de variants que nous arrivons à maîtriser sur notre sol. Also wir haben eine verbesserte Koordinierung, aber wir haben noch keine perfekte Koordinierung. Und ich erinnere mich, dass gerade auch Emmanuel Macron beim letzten Europäischen Rat schon diese unterschiedlichen Einreiseregime aus Großbritannien angesprochen hat. Und ich habe dem zugestimmt. Wir haben sehr strikte, andere haben weniger strikte Regeln. Aber wir haben auch sehr viel mehr Koordinierung, als wir es früher hatten. Zum Beispiel jetzt, dass die Kommission auch Impfstoffempfehlungen erarbeiten wird, wenn Einreisende aus Drittstaaten kommen, welche Impfstoffe werden anerkannt, welche nicht. Was die Delta-Variante anbelangt, so ist natürlich die Situation jedes Mal schon wieder etwas anders. Wir wissen nicht genau, wie ist es in Ländern, die fast 50% Erstgeimpfte haben, die jetzt bei uns, wir werden bald die 30% Zweitimpfung erreichen. Wie wirkt sich das aus? Da haben wir keine Erfahrung. Wir wissen nicht, wie sich der Sommer auswirkt. Man kann aber sagen, dass bei einem R-Wert von 0,7, den wir im Augenblick ungefähr haben, die Delta-Variante wahrscheinlich zu aggressiv ist, als dass wir eine Konstanthaltung unserer Inzidenz haben könnten, wenn sie sich voll ausgebreitet hat. Deshalb muss man alles tun. Deutschland hat im Augenblick sehr geringe Fallzahlen. Das führt dazu, dass wir natürlich sehr viel besser die Ausbrüche verfolgen können und deshalb mit dieser Delta-Variante zurzeit noch gut umgehen können. Aber ich kann nur sagen, wir können nicht so tun, als wäre Corona vorbei. Auch wenn an einem solchen Sommerabend das Gefühl ist, da ist nichts mehr, so kann man am Beispiel von Lissabon sehen, wie schnell sich das wieder ändert. Und wir haben eben immer noch einen großen Teil nicht geimpfter Menschen, die keinen vollen Schutz haben. Und deshalb, glaube ich, ist Vorsicht weiter notwendig, damit wir einen Sommer doch vieler Freiheiten haben, aber noch nicht aller Freiheiten. Und das gilt eben auch insbesondere für Großereignisse. Es ist schön, dass jetzt in München zum Beispiel wieder 14.000 Fans sein können, aber wenn ich vollkommen besetzte Stadien sehe in anderen Ländern Europas, dann bin ich ein bisschen skeptisch, ob das jetzt schon die richtige Antwort auf die augenblickliche Situation ist. Herzlichen Dank. Merci beaucoup.